Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer ce débat cet après-midi. Alors, comment transmettre l'envie de gagner, l'art de négocier, l'audace de risquer. Vous allez me dire, vaste programme, l'audace, la prise de risque, l'envie de gagner. Ce qui vient à l'esprit, évidemment, quand on évoque ces notions, ces valeurs, c'est peut-être... pardon ? Vous m'entendez bien ? Ce qui vient à l'esprit quand on évoque ces valeurs, c'est peut-être certaines grandes figures comme par exemple Christophe Colomb qui veut rejoindre l'Inde par la mer et qui prend tous les risques et qui découvre l'Amérique, c'est l'audace récompensée. On peut aussi songer à mille autres figures, un autre grand voyageur comme Ulysse qui malgré toutes ses peurs et ses erreurs ne perd pas de vue son but. On peut songer au jeune berger David qui bat Goliath le géant avec une simple fronde. L'audace, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Pour que la révolution soit, comme disait Victor Hugo, il ne suffit pas que Montesquieu la pressente et que Diderot la prêche, encore faut-il que Danton l'ose. Alors, sur ces questions de l'audace, de la prise de risque, j'ai une introduction qui nous a été rédigée une belle introduction par un étudiant de Sciences Po Paris. Il n'y a pas de réussite sans audace et prise de risque. Les plus grandes réussites, je le cite, se distinguent par la même abnégation et soif de gagner. Encore faut-il apprendre à négocier pour convaincre et persuader. Ces qualités sont-elles innées? Peuvent-elles s'acquérir au fil des expériences et des rencontres? Comment développe-t-on ces qualités? Eh bien, c'est ce que nous allons voir donc avec nos trois invités de ce début d'après-midi. Donc avec Gilles Auguste, avec Thierry Derez et avec Garry Kasparov. Si vous pouvez me rejoindre par ici. Je vous présente très brièvement Gilles Auguste, avocat, fondateur du cabinet Auguste de Bouzy, passionné d'échecs, je crois, de science-fiction, de littérature, l'art de négocier, l'audace de risquer, c'est presque une définition du métier d'avocat. Thierry Derez, vous êtes aussi ancien avocat d'ailleurs, mais PDG du groupe d'assurance mutualiste que tout le monde connaît, c'est MMA, MAF, GMF, etc. Vous êtes auteur de cette jolie formule. Vous avez dit qu'en changeant de profession, vous êtes passé donc quand vous êtes devenu assureur alors que vous étiez avocat, vous êtes passé du combat singulier qui est celui de l'avocat à celui de la conduite des armées et passé aussi de l'influence à la décision. Et puis enfin donc Garry Kasparov, on est ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. You're a former world chess champion. You became the world champion in 1985 at the age of 22, and you defeated that year Anatoly Karpov. You retired from professional chess in 2005, and since then you have been writing books. You're also involved in politics. You're one of the most well-known opponents to Mr. Putin. L'un des opposants les plus connus contre Poutine. Vous avez d'ailleurs essayé de vous présenter en 2007 aux élections russes, mais on vous a arrêté en marche. Et puis vous avez récemment écrit un livre aux États-Unis, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais un livre qui s'appelle Winter is Coming, l'hiver arrive. Et dans ce livre, vous critiquez énormément l'Occident. Oui, ce livre a été traduit, dit M. Kasparov. Oui, il est traduit. Je ne connais pas le titre en français, mais vous le connaissez, le titre en français? Parfait, wow. Great. Probably one of the things you would like to transmit to French students. L'une des choses que vous voulez probablement transmettre aux étudiants français, je pense, entre autres, c'est la valeur de la liberté. Let me start with you, if I may. Commencer avec vous, si vous Well, first, I'd like le voulez bien.
Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question. Au cours de votre carrière, comment définiriez-vous la prise de risque? Quelle est votre perception de la prise de risque dans votre vie en tant que champion du monde d'échecs et puis ensuite également en politique? Bien, sans risque, il n'y a pas de récompense. Sauf si vous avez toujours de l'argent. Je sais que si vous voulez gagner, il faut reconnaître que l'échec est possible. Et je sais que dans notre monde actuel, on dit aux enfants que l'échec, ce n'est qu'un échec. Mais l'échec, c'est une façon d'apprendre également. Et je sais que si on craint l'échec, on court à l'échec. Alors l'idée n'est pas d'être totalement sans crainte et sans peur. Il n'y a personne qui n'a peur de rien, ça n'existe pas. Mais il faut arriver à gérer votre peur. Donc lorsque vous vous lancez dans la bataille, il faut vous souvenir que tout peut arriver. Mais qu'à partir du moment où vous laisserez la peur dominer votre esprit, vous serez sur la mauvaise route. Alors comment dominer cette peur de l'échec? Il faut accepter certaines choses. Si vous êtes bon, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Il faut constamment apprendre. Et je sais depuis le tout début que pour moi, il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de faire une différence. Et si vous voulez faire une différence, vous essayez toujours de vous améliorer. Parce que vous êtes en concurrence avec votre propre excellence. Et moi, je savais que même si j'étais très bien préparée, tout pouvait arriver. Et d'un point de vue psychologiquement, il est très important de se préparer à un échec potentiel. Parce que si vous n'êtes pas préparé à cela, alors vous allez être sous le choc et vous n'allez pas pouvoir porter le poids de cet échec. Quand je rentrais, vous étiez en train de mentionner Christophe Colomb. Bien, regardez l'opportunité que ces gens ont eue de traverser l'Atlantique. J'aime dire aux jeunes qu'aujourd'hui, si on décide d'aller sur Mars, nous avons beaucoup plus de chances d'y arriver qu'à l'époque de Christophe Colomb, parce que nous connaissons, nous avons un plan, nous savons où nous allons, et nous connaissons la distance entre nous et Mars. Vous avez un peu abordé la question, mais diriez-vous que le système éducatif devrait mieux enseigner l'approche à l'échec? Je pense que le système doit enseigner que la vie n'est pas toujours rose. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne prépare pas nos enfants aux batailles auxquelles ils devront se livrer à l'avenir. On essaie de créer une espèce de monde sympathique, des conditions sympathiques. Et on ignore le fait que ces jeunes vont devoir faire face à des défis importants. Quelles sont les autres valeurs que vous souhaiteriez transmettre au public français? Alors nous allons peut-être entendre chez Auguste. Dire Garry Kasparov sur la peur de perdre. Comment est-ce que vous voyez ça, vous qui êtes dans cette profession d'avocat où évidemment ça fait partie des risques? Ça fait partie des risques, en particulier parce que c'est géré par un tiers. Donc le tiers ne se rend pas toujours compte que nous avons toujours raison. Donc la difficulté, c'est la phrase là, qui est attribuée à Mandela, on en discutait de savoir qui avait bien pu dire ça. Mais le problème, c'est pas de perdre ou gagner. Le problème, c'est que quand on gagne, et quand on perd, on apprend. Et il faut apprendre à apprendre. Et pour apprendre à apprendre, on ne peut pas le faire, et M. Kasparov le disait à l'instant, dans un environnement sécurisé. On ne peut pas, c'est juste pas possible. Parce qu'il n'y a pas de plan, disait un général, mon ami Thierry Derez vous expliquera tout à l'heure, je pourrais dire, disait Victor Hugo, qui résiste à une rencontre avec l'ennemi. Nous sommes en ce moment, tous collectivement, en train de développer un monde dans lequel il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des fous, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait,
On va leur apprendre d'ailleurs parce que ça va bien se passer. Nous, on a raison, donc on va leur apprendre. Donc, il faut écouter ce que les autres ont à dire, et puis il faut leur dire que le monde est dangereux, mais que ces dangers, parce qu'on est ensemble, on va réussir à les surmonter. Thierry Derez, votre métier, c'est d'atténuer les risques, en tout cas de garantir contre ces risques. Et néanmoins, quand on a de l'audace, quand on prend tous les risques, vous êtes confortable avec ça? Notre métier, c'est pour partie seulement d'atténuer les risques. C'est le volet prévention du métier d'assureur. Le métier d'origine n'est pas d'atténuer les risques, c'est de réparer les conséquences d'un risque qui s'est réalisé. Qu'il s'agisse du naufrage d'un bateau, d'un événement climatique. Donc, le séquençage pour l'assurance est quand même en grande partie différente de ce que l'on peut parfois imaginer. Mon sentiment, c'est que nous sommes dans une époque d'aversion au risque. Il s'agit de ne plus du tout courir de risques. Il y a le principe de précaution qui a été installé dans la Constitution française quand même. Je sais que la lecture qui est faite, la mise en œuvre du principe de précaution n'est pas forcément celle qui avait été souhaitée au moment de l'incorporation dans le texte. Mais le glissement vers le terme commun de précaution, consistant finalement à ne prendre aucun risque, est un véritable problème. Et à défaut de citer, comme m'y invite Gilles Auguste, Victor Hugo, j'ai pensé à Flaubert. Flaubert a écrit, je crois que c'est dans sa correspondance, « Il y eut un moment où les dieux n'étant plus, où le Christ n'étant pas encore, l'homme s'est retrouvé seul. » Et j'en viens à me demander si notre période actuelle n'est pas cette période charnière, transposée. Quittons les dieux, laissons-les à leur repos majestueux. Pour moi, la question que nous devons résoudre, que nous avons à appréhender, c'est celle de l'intelligence artificielle. Les transmissions, la transmission telle que nous l'avons connue depuis maintenant des siècles et des siècles, risque, va, peut-être, certainement, sûrement, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais il me semble qu'il y a une altération fondamentale. Et donc, ça, pour moi, c'est un changement. Et par rapport à une société qui a une aversion au risque, le problème est encore plus profond. Une société qui est habituée à prendre des risques serait peut-être plus réceptive à ce genre d'évolution que nous ne paraissons globalement l'être. Garry Kasparov, I wanted to ask you about this question of artificial intelligence, because we are at the beginning of a presumably huge revolution in this respect, and will it change completely the way we analyze this notion of risk-taking? If you have machines that are able to take decisions at our place and who can model the future or model in some situations, how do you see the impact of artificial intelligence on risk-taking? I think first of all we have to bring this debate back to sort of rational ground, because when you mention artificial intelligence, you have almost religious fervor on both sides. You have a small group preaching salvation through AI in the future, and a much bigger group saying it's like opening the gates of hell. And because people are generally afraid of the future, risk averse, they are following these doomsday predictions that AI is going to take us over. And of course, many of us have these Hollywood images like the Terminator, the Matrix. So we're sort of paralyzed by this potential nightmare. AI is a tool. It's a very powerful tool, but it's still a technology that for
puissant, mais cela reste une technologie. Une technologie qui, depuis des centaines d'années, qui depuis tout récemment plutôt est en train de remplacer les emplois humains, les hommes. Autrefois, la technologie détruisait l'industrie. Maintenant, la technologie s'attaque au col blanc et à leur travail. Des personnes qui ont à la fois des diplômes d'université et des comptes Twitter. Mais le processus, en somme, est le même. Je pense que tout le monde est sous pression. Et par exemple, on voit entre les années 60 et les années 90 qu'il y a eu vraiment un changement, on est passé de l'ingénierie spatiale à l'ingénierie financière. J'espère que maintenant, on va revenir à l'ingénierie spatiale et quitter un petit peu le monde de la finance. Vous diriez donc que c'est juste une marche parmi de nombreuses marches sur l'escalier du progrès? Alors, on peut parler de révolution peut-être, mais c'est une marche dans cette direction. Et c'est un véritable progrès. Le progrès va dans un sens. C'est l'histoire de notre civilisation. Maintenant, on ne sait pas si c'est une petite marche, une grande marche ou une révolution, et c'est une bonne nouvelle parce que cela signifie que quelque chose va se produire. Ça fait partie de la nature humaine. On veut toujours s'améliorer. Et la pire chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus, de le ralentir. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que les nouvelles technologies détruisent des emplois dans un premier temps, mais ensuite on crée. Si vous ralentissez le processus de création d'emplois va également ralentir et la croissance sera ralentie. Donc vous avez une vision plutôt optimiste. Je dirais qu'elle est réaliste plutôt qu'optimiste. Je ne vois pas pourquoi la situation actuelle serait fondamentalement différente de la situation que nous connaissons depuis des centaines, voire des milliers d'années. Gilles Auguste, sur cette question. Je pense que quand on vend de l'intelligence, on ne peut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, on a plutôt peur des gens qui sont artificiellement intelligents. Et c'est un peu le problème que nous rencontrons en permanence, puisque dans le fond, les encyclopédies existaient avant, elles étaient plus ou moins complètes, elles étaient plus ou moins vérifiées. Aujourd'hui, les gens sont en train de perdre l'exercice de la mémoire. Et ça, c'est probablement une question sérieuse parce que la mémoire, c'est évidemment pas un muscle, mais c'est quand même, on commence à le percevoir, grâce d'ailleurs à la technologie. C'est l'existence de connexions qu'on a créées. Et ces connexions, si on ne les crée pas, parce que chaque fois qu'on parle de quelque chose, tout le monde se précipite sur l'objet qui est devant lui et cherche la réponse à une question d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment, ça pose un problème, c'est qu'on arrête d'exercer sa mémoire. Si on arrête d'exercer sa mémoire, c'est un peu ce que je dirais le diabète des temps modernes, puisque le fait de ne pas faire l'exercice a rendu malade un grand nombre de nos amis, mais il est possible que le fait de ne plus exercer sa mémoire, c'est-à-dire de ne plus chercher à se rappeler des choses en les analysant, en les comprenant, ça peut nous poser un problème. I noticed that you were smiling. J'ai vu que vous souriez lorsque nous parlions d'exercer la mémoire. Oui, c'est bien d'exercer sa mémoire, mais vous savez, avec le développement des technologies, des machines intelligentes, je pense qu'il faut essayer d'utiliser nos qualités humaines, les qualités humaines qui ne peuvent pas être reproduites par des machines. Pourquoi rentrer en concurrence avec des machines en calcul? C'est ridicule. Vous l'avez fait, d'ailleurs vous avez perdu. Oui, ça arrive, on ne peut pas lutter contre, alors il faut se rallier à elle. Vous savez, il faut voir ce que nous, on peut apporter à cette collaboration. Créer de l'émotion, ça c'est quelque chose que les machines ne pourront pas faire. Et si on regarde les chiffres, 4% seulement des emplois aux États-Unis requièrent de la créativité. 4% seulement des emplois aux États-Unis. Donc nous avons une énorme marge de manœuvre ici. Utiliser les machines, mais contribuer également. Alors les machines, c'est très bien. Et d'ailleurs, pourquoi nous en passerions-nous? Si en appuyant sur un bouton, on peut avoir un résultat beaucoup plus rapide.
Il faut vraiment plutôt trouver comment nous pouvons influencer les machines qui peuvent faire plein de choses, mais pas des choses qui sont proprement humaines. Vous recrutez régulièrement, pas à la même échelle, mais régulièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre lorsque vous recrutez des nouveaux collaborateurs? Ce qu'on essaye de transmettre, c'est d'abord de l'humanité. De l'humanité au sens fort du terme. Je fais partie, et je pense que nous sommes quand même encore quelques-uns, à considérer qu'il n'y a pas forcément un match entre les machines et l'être humain. Les machines auront toujours besoin d'un pilote, d'un cornac. Pour une comparaison de l'éléphant, les machines sont capables de beaucoup plus de choses que nous dans des tâches qui nécessitent, comme pour un éléphant, de la force, de la mémoire, comme le soulignait Gilles. Mais il y a toujours un cornac sur l'éléphant. Et ce cornac, ce sont les êtres vivants, en particulier les êtres humains. Donc ce dont nous avons besoin, ce que nous recherchons, c'est sur le long terme. C'est des cornacs qui ne soient pas effrayés par l'animal, qui ne soient pas tétanisés par la puissance qu'il représente, mais au contraire, et ça rejoint en forme de clin d'œil le propos de Garry Kasparov sur le fait de maîtriser ses peurs. Maîtriser ses peurs, ça veut dire quand vous êtes un tout petit bonhomme et que vous êtes devant un éléphant et qu'on vous dit c'est vous qui allez le conduire, je pense que le premier sentiment est un sentiment de crainte, et le mot est faible. Allons-y jusqu'à la panique. Mais une fois ce seuil franchi, ce qui suppose une vertu qui mériterait à mon sens d'être encouragée, qui s'appelle tout simplement le courage, si vous franchissez ce seuil, vous devenez le cornac. Donc le monde sera différent, les choses seront organisées différemment, mais aujourd'hui, les machines, et je ne vois pas qu'elles puissent faire autrement, n'aspirent pas à la pérennité. Une machine fonctionne. Une espèce comme l'espèce humaine a des aspirations à la pérennité, des aspirations spirituelles, et celles-là, me paraît-il, me semble-t-il, ne sont pas transférables à la machine. Donc, nous avons notre place. Tout à l'heure, Gilles évoquait la mémoire. Il est clair, il est établi que les capacités mémorielles des êtres humains ont considérablement reculé avec l'essor de l'imprimerie. À partir du moment où vous pouviez avoir le texte sur un support papier, le besoin de mémoriser s'est trouvé tout doucement affaibli. Saint-Augustin cite l'exemple d'un de ses camarades qui est capable de réciter l'Énéide en entier à l'endroit comme à l'envers, voire en commençant à partir de n'importe quel vers, de terminer l'Énéide. Aujourd'hui, ce camarade de Saint-Augustin, nous on le met comme phénomène de foire. On l'envoie au cirque Medrano, et le type il a une carrière dans le show business. Il n'est pas réputé un grand intellectuel, il est réputé phénomène de cirque. Mutatis mutandis, peut-être, j'espère, je souhaite, on va vers une évolution comme celle-là. Gilles Auguste. Bien entendu, on veut transmettre des valeurs humaines, mais je ne voudrais pas porter la contradiction à Garry Kasparov, parce que bon, c'est quand même pas prudent. Donc il va me la porter à moi. Donc, ne pouvant pas contredire Garry Kasparov, tu vas me contredire moi. C'est ça. Tout à l'heure, je faisais appel à la vertu qui s'appelle le courage. J'ai vaguement le sentiment que j'ai été entendu. Alors là, transmettre l'art de gagner, c'est de ne pas prendre de trop gros risques. Bon, ok, on s'arrête là. Non, je suis pas certain que j'appliquerai le if you can't beat them, you should join them à l'intelligence artificielle, parce que moi j'ai pas tellement envie de devenir une machine. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Et globalement,
globalement, les machines, effectivement, exécutent mécaniquement des tâches avec une très grande rapidité. On nous donne des chiffres absolument hallucinants avec des puissances de 10 qui dépassent l'entendement sur la rapidité à laquelle elles processent l'information. Mais je pense que nous devons, et ça c'est ce que nous essayons de transmettre, continuer à être capables justement de processer l'information qu'on obtient. Alors il n'est peut-être pas utile de se rappeler de tous les numéros de téléphone, à part le fait qu'il est en abrégé quelque part sur un téléphone. En même temps, quand son téléphone est cassé, c'est peut-être pas si mal. Mais globalement, ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir faire appel à différentes connaissances pour les rapprocher et pour faire fonctionner la logique. Donc ça va au-delà de la mémoire. Le débat, il va bien au-delà de ça. Il est de transmettre l'esprit critique, de transmettre l'esprit de logique, et la logique et l'esprit critique, ça se fait à partir de connaissances auxquelles on fait appel, pas à partir d'une machine à laquelle on pose une question. Parce que à ce moment-là, comment va-t-on passer à l'étape suivante? Eh bien, on va s'en remettre à la machine. C'est exactement ça. Et donc, au fur et à mesure, moi, je veux bien qu'il n'y ait que 3 ou 4% des gens qui aient de la créativité, il y en a peut-être même moins que ça, d'ailleurs. Mais est-ce que nous avons tellement de mépris pour l'humanité que nous allons imaginer qu'on va repousser, disons 97%, pour prendre les chiffres qui nous ont été donnés, de l'humanité dans une tâche encore plus mécanique que celle d'une machine? Est-ce que c'est l'avenir que vous voulez? Yes, go ahead. Excusez-moi, mais je dois absolument dire un certain nombre de choses. J'espère que nous ne sommes pas ici piégés par les subtilités de la traduction. Lorsque vous allez lorsque vous allez travailler avec les machines, ça ne veut pas dire que vous allez devenir une machine. Quand vous allez travailler avec des machines, vous pouvez relever des défis. Vous avez déjà entendu parler de Deep Blue, d'AlphaGo. Ce sont des gros ordinateurs, en fait, qui sont programmés pour jouer. Et ensuite, il y avait des jeux vidéo. Alors, permettez-moi de vous dire que ces jeux sont tous des systèmes fermés. Dans un système fermé, la machine va dominer parce qu'elle sera meilleure que les humains. Elle ne va jamais faire la même faute deux fois. Mais vous ne pouvez pas transférer la connaissance d'un système fermé à un système ouvert. Dans un système ouvert, les machines sont inutiles parce qu'elles ne savent plus où s'arrêter. Donc, c'est des êtres humains qui doivent formuler, en fait, les tâches, qui doivent créer le cadre. Et c'est ça que j'entends par la collaboration avec les machines. Nous n'avons pas besoin de rentrer en concurrence avec les machines. Si les machines font certaines tâches meilleures que nous, quand on utilise la créativité, ça veut dire que nous avons un énorme potentiel. On est en train de dire aux gens de devenir plus humains, commencer à faire des choses que les machines ne peuvent pas faire. Donc, il faut toujours trouver des choses créatives, il faut toujours trouver cet élément humain. Je fais beaucoup de confiance à cette capacité humaine de s'adapter, et c'est ce qu'on a fait par le passé. Ouvrir les questions d'abord à quelques étudiants là qui sont au premier rang, et puis ensuite à vous tous qui sûrement avez beaucoup de questions à poser à nos panélistes. Pierre, peut-être en premier, non? Oui. Vas-y. Bonjour, alors moi c'est Olivier, on a changé de question. Olivier Dio pour Ionis STM, l'école de la double compétence. Pensez-vous qu'en France, nous avons perdu justement cette audace, cette envie de gagner? Et comment, on parlait de système fermé, de système ouvert, comment faire en sorte de sortir du cadre, de justement prendre ces risques qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir eu en France? Question suivante. Au cours du déjeuner, Thierry me proposait une méthode pour répondre aux questions. C'était par oui ou par non. Oui. Merci. Bon, vous comprenez que je me sens assez inspiré par la question. Je ne pense pas, en dehors de séquences toujours mortifiantes, agréables pour certains travers psychologiques,
que ce soit une spécialité française. Je pense que la peur du futur, la peur du changement, c'est une donnée humaine. Qu'ensuite, on est, selon telle ou telle culture, civilisation, moment de l'histoire, un plaisir plus ou moins grand à contempler son nombril, ça se rencontre. Mais je ne pense pas que ce soit une spécialité française. En fait, je vais vous dire une chose. Quand on regarde des résultats politiques dans ce monde, la France était le premier pays qui a en fait montré sa capacité de prendre des risques à travers l'élection d'un jeune candidat. Mais je pense que le Brexit et l'élection de Trump étaient une très mauvaise chose parce qu'on est allé vers le passé alors que la France a fait preuve de l'audace et de la prise de risque. Et puis n'hésitez pas dans la salle, si vous avez des questions, faites-moi signe, oui. Bonjour, juste après. Lucas Le Sachet, étudiant à l'ESSEC. Du coup, ma question se dirige plutôt vers vous, Garry Kasparov, puisque si belles que soient vos victoires, vous êtes quand même tout autant connu pour votre défaite, donc celle face à Deep Blue. Donc, quelle leçon en tirez-vous que maintenant, vu que la machine a battu l'homme, il faut arrêter les échecs, et qu'en même temps, qu'il faut savoir risquer, qu'il faut avoir envie de gagner, mais que surtout, il faut connaître ses limites. Écoutez, il y a beaucoup d'animaux et aussi les voitures sont beaucoup plus rapides que les êtres humains. Mais bon, les échecs est très très célèbre à l'heure actuelle. D'un côté, vous avez les ordinateurs qui sont très puissants, qui sont super puissants. Une application de chess sur votre portable est beaucoup plus fort que le Deep Blue même. Il y a des ordinateurs spécialisés et des logiciels spécialisés dans les échecs. Vous avez également des ordinateurs qui aident les amateurs à mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu. Vous avez beaucoup de personnes qui regardent le jeu avec beaucoup d'intérêt, qui peuvent reconnaître les différents coups. Donc, je pense que nous devons nous rendre compte que ce n'est pas une concurrence, mais travailler ensemble, travailler en collaboration. Et ce que j'ai appris de ce jeu, sachez que j'ai quand même remporté la première partie en 1996 contre le Deep Blue, donc je n'ai pas toujours perdu. Nous devons trouver en fait un moyen d'utiliser ces capacités, d'exploiter ce potentiel qui nous offre. Et en fait, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les jeux d'échecs avancés. Et cette combinaison homme-machine est très propice pour d'autres expériences. Nous pouvons voir que cette collaboration a bien réussi. Elle a été mise en œuvre dans plusieurs domaines, dans le diagnostic médical, par exemple. Pour l'audace de risquer, est-ce que c'est pas plus simple justement d'avoir cette audace quand vous, membres ici, vous avez tous un filet de sécurité? Et est-ce que justement, est-ce qu'on peut enseigner à tout le monde l'audace de risquer? Alors, pardon pour l'auditoire, mais il était prévu une minute de publicité pour l'assurance. Donc, bien entendu, vous pouvez tous avoir l'audace de risquer si vous êtes bien assuré. Maintenant, on va répondre. Je fais partie des gens qui pensent que le fait de ne pas avoir de filet de sécurité est la meilleure façon d'apprendre à gagner.
Permettez-moi de souligner quelque chose. Les risques et les récompenses sont liés. Si vous voulez lancer une idée de rupture, quelque chose de très innovatrice, vous devez prendre des risques. Si vous commencez vraiment à construire des cadres réglementaires, vous êtes en train d'étouffer la réglementation. Sachez que maintenant, les médicaments comme l'aspirine, dans un essai clinique, va être complètement éliminé parce que si on doit vraiment faire confiance à des cadres réglementaires à l'heure actuelle. Donc oui, vous pouvez perdre quelque chose, mais il faut prendre le risque parce que c'est pour le bien, c'est pour l'intérêt général. Il ne faut plus avoir une vision très isolée des choses. Il faut vraiment penser que le risque est vraiment très utile. Le phénomène qu'on connaît maintenant sous le nom de sérendipité, où à l'occasion d'une recherche, vous trouvez quelque chose qui peut être d'ailleurs fort utile, je pense en particulier aux découvertes dans le monde médical, mais parce que la sérendipité, c'est pas le hasard, sinon elle n'aurait pas un nom différent du hasard. Elle a ce nom particulier parce qu'elle s'inscrit dans une chaîne de recherche logique, une progression. Simplement, à un moment donné, il y a une bifurcation dans la chaîne logique, et au lieu de trouver dans la zone qui était l'axe principal de vos recherches, vous trouvez dans un domaine différent. Donc, mais ces notions-là supposent que vous acceptiez, de toute façon, en termes de méthodologie, d'affronter le risque, d'affronter l'incertitude, d'affronter l'aléa et d'être curieux. Être curieux, c'est aussi une notion forte pour l'être humain. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce ne soit pas un des marqueurs de la différence entre l'être humain et la machine. La machine n'éprouvera peut-être pas ce sentiment étrange qui nous fait sortir, regarder, éprouver, y compris, et c'est le plus important en fait, de façon totalement désintéressée, ce sentiment de curiosité. Nous, on aime, on est curieux, c'est une composition, c'est au cœur de l'humanité. On l'a payé cher d'ailleurs, hein. On l'a payé cher. On y a perdu le paradis terrestre. Il faut bien qu'il y ait une contrepartie. On a perdu le paradis terrestre. Il me paraît équitable qu'on puisse assouvir, pratiquer régulièrement cette curiosité. Mais est-ce que dans des grandes organisations comme les vôtres, on récompense réellement la curiosité ou l'originalité et pas plutôt des comportements, disons, plus formatés? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a ce que l'on croit et ce qui est. Donc ce que l'on croit, c'est que véritablement on récompense la curiosité, l'initiative, etc. La réalité est souvent légèrement décalée par rapport à cette ambition. Mais ainsi vont les choses humaines. Je proférerais des gros mensonges, et d'ailleurs vous ne me croiriez pas et vous auriez raison, si je vous disais que dans notre groupe on récompense évidemment la curiosité, l'agilité, etc. Les choses humaines sont ainsi faites que nous fonctionnons avec des structures, et plus la communauté humaine, même pour un objectif donné, est importante, plus ces structures sont pesantes. Je ne dis rien là que la vérité. On peut le regretter, mais je pense qu'il faut d'abord le constater avant de le regretter. Ensuite, il reste quand même que nous avons la faculté, nous avons la possibilité de donner un cap. Et le cap, c'est celui-là. C'est d'encourager la curiosité, d'encourager l'imagination et rester modeste, savoir que ça fait des millénaires qu'on cherche à réussir dans cette direction. On n'y arrive pas toujours, on y arrive parfois, mais globalement, quand on considère sur un terme long l'histoire de l'humanité, on a globalement plutôt progressé. Comme disait un penseur célèbre, le bilan est globalement positif. Madame.
Bon, maintenant qu'on nous a dit qu'on était hors sujet, on espérait que ça ne s'était pas vu. Je pense qu'on en a un tout petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on est allé peut-être un peu trop vite sur un sujet sur lequel on était plus confortable, parce que là, à la transmission, c'est le problème de l'éducation. C'est un problème que notre pays et beaucoup d'autres ont du mal à régler. C'est le problème que tous les parents ont affronté avec une certaine angoisse. Je pense que l'idée, c'est de transmettre l'esprit critique et la curiosité. C'est pour ça que je pense que on parlait plutôt de ça. Là, et effectivement, l'art de le transmettre, c'est de le récompenser. Et dans le fond, je pense que Garry Kasparov, que j'ai contrarié tout à l'heure, reconnaîtra facilement que, étant né dans un pays dans lequel la curiosité et l'esprit critique étaient récompensés dans le meilleur des cas par un séjour d'une dizaine d'années dans un endroit plus froid, on constate avec quand même un certain confort que la transmission va avec la récompense et avec l'idée que on se doit de critiquer quand on voit que les régimes, les idées, les entreprises dans lesquelles l'innovation n'est pas récompensée et au contraire est punie sont moins forts que nos idées et nos valeurs. Et c'est aussi l'idée d'avoir la fierté de nos valeurs, la fierté de notre force, et d'être capable d'indiquer aux gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on vit, que nous croyons que notre système est bon, que notre système est juste, et que s'il n'est pas parfait, nous pouvons le rendre encore un peu plus parfait tous les jours. Et ça se transmet à travers une valeur essentielle qui est le goût de l'effort. Il faut faire un effort. Il ne suffit pas justement d'appuyer sur un bouton et d'avoir une réponse. Il faut la critiquer, il faut la comprendre, il faut l'analyser. Donc puisque nous encourons le grief d'avoir un peu quitté la piste trop rapidement en ce qui concerne le sujet, transmettre, transmission, ça vient du latin transmittere. Trans, au-delà, mittere, envoyer. Donc transmettre, c'est envoyer au-delà. Je pense que la question aujourd'hui, mais elle était avec peut-être un tout petit peu moins d'acuité à une époque où les progrès, notamment les progrès techniques, je ne parle pas que de la technologie, les progrès techniques se présentaient à un rythme différent. Les générations qui nous ont précédés ont eu plus de temps pour s'adapter, pour maîtriser des technologies. J'ai lu, il y a quelques années maintenant, un livre que j'ai trouvé passionnant de Yu Hua, pardon pour la prononciation, puisque c'est un auteur chinois, qui s'appelle La Chine en 10 mots. Et dans La Chine en 10 mots, Yu Hua caractérise cette situation particulière de notre époque. Il fait la comparaison en disant que un Chinois qui n'avait jamais vu de goudron, qui n'a jamais vu de chauffage chez lui, qui n'avait jamais connu l'eau courante, un équipement sanitaire correct, aujourd'hui, en l'espace d'une quarantaine d'années, il est sur le Bund à Shanghai et il a un téléphone mobile, il peut appeler son cousin qui est à l'autre bout du monde, aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, ce que vivent nos contemporains chinois, ce que nous, occidentaux, avons mis pratiquement 4 siècles à parcourir, et non sans difficulté, peut-être cette accélération est un moment particulier de notre histoire. Et donc, transmettre,
Ça veut dire que celui qui émet un message, pour le transporter au-delà, doit accepter aussi une altération du message. Et en préparant, je me suis dit que peut-être plutôt que la notion de transmission, sur cette base-là, étymologique principalement, il y avait lieu de l'échanger contre une valeur de transmuer, une notion de transmutation. Il faut aussi que nous, génération actuelle, en charge de différentes activités, nous acceptions une altération de ce que nous considérons, souvent à juste titre, avoir réussi, y compris donc de nos succès. Je mets, moi, au plus grand succès de ma génération, et certains ici ont la gentillesse de la partager avec moi, l'espérance extraordinaire de la longévité humaine. On n'a jamais vécu aussi longtemps et dans des conditions de santé, de forme physique, c'est inouï. Bon. C'est, après tout, apporté quand même au crédit de cette génération. Mais il faut accepter que ce succès, dans un domaine, il soit le reflet d'échecs, de carences, d'insuffisances, d'inattention dans d'autres domaines. Et donc, transmettre pour moi, c'est aussi ne pas répliquer à l'identique, mais que c'est accepter cette transmutation. Et c'est ceux qui reçoivent le message, aux récepteurs, de choisir, de trier et de prendre ce qui les intéresse le plus. Ok, vous aviez une question. Bonjour, alors c'est une question générale. À vos postes respectifs, c'est-à-dire en entreprise, à la tête de l'entreprise, prendre des risques fait partie intégrante du métier. Mais à ce niveau, chaque risque est mesuré et connu. Peut-on encore parler de risques? Avez-vous, vous, dans votre expérience, des risques que vous avez pris qui vous êtes particulièrement fiers, justement certains risques que vous avez pris que vous regrettez? Avez-vous encore le droit à l'échec? Le droit à l'échec, moi je vais me tourner vers Garry Kasparov. Ça doit être un problème de traduction. Failure and chess are the same word in French. Je vais bien commencer le cycle des réponses, puisque c'est une question générale. Alors, je les reprends dans la séquence. Le risque pris à titre professionnel dont je serais le plus fier, ben, c'est très simplement la décision de faire adhérer Azur et GMF à Covea pour former ce qu'est aujourd'hui le groupe Covea qui rassemble MMA, MAF, GMF. Le regret, en termes de prise de risque, il est de ne pas avoir, à ce jour, réussi à faire adhérer une mutuelle non française à Covea. Si nous voulons que l'Europe, ces organismes interétatiques, dont pour nous Français, l'Europe est l'émanation la plus évidente, je pense qu'il est souhaitable que les entreprises puissent avoir cette dimension transnationale. Mais une dimension transnationale sur le socle culturel qui est le nôtre, qui est celui des mutuelles. Et là, les choses sont compliquées, parce que quand vous réunissez une assemblée générale de mutualistes allemands, et que vous n'avez pour seule perspective que de leur proposer de devenir, par exemple, français, il n'est pas certain que le succès soit au rendez-vous, etc., etc. Donc, il y a des outils embryonnaires pour réaliser ce genre d'objectif. Il n'y a pas de véritable outil européen pour atteindre ce but. Donc ça, c'est mon grand regret. J'aimerais, si ici, il y a dans cette salle, et je n'en doute pas, des gens qui ont de l'influence, des relations importantes auprès des autorités européennes, qu'ils veuillent bien relayer mon message. Nous avons besoin d'un outil de consolidation au niveau européen entre les mutuelles. Merci.
Gary, you wanted to... Oui, tout à fait, j'ai quelque chose à dire. Depuis que j'ai arrêté de jouer aux échecs en 2005, j'ai quand même fait pas mal de conférences devant les entrepreneurs sur l'intelligence artificielle, la négociation et la gestion de risques. Donc la culture dans le monde des entreprises est orientée vers l'innovation. Les gens souhaitent être récompensés, mais ne veulent pas prendre des risques. Si vous regardez la bourse qui domine la place des entreprises, on a des résultats trimestriels. Dans les recherches scientifiques, c'est toujours des jalons. Si vous avez des jalons, vous pouvez oublier des innovations. Donc, on veut vraiment ce qu'on appelle des résultats incrémentaux. Quand j'ai parlé au siège social d'Apple, je leur ai dit que iPhone 7 n'est pas du tout un téléphone. Et je ne vais pas mélanger l'accélération technologique avec la généralisation de la technologie. Le iPhone, que ce soit 1 ou 7, c'est la même chose. Le iPad, c'est la même chose. Et depuis Apple II en 1997, on n'a pas fait quelque chose de rupture, c'est des améliorations progressives et incrémentales. Imaginez ce que, donc, à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de téléphone, pas de sous-marin, pas de téléphone, pas de radio, pas de cinéma, pas d'avion. Et au bout d'une génération, tout était accessible. Vous pouvez imaginer, en fait, le progrès là. Donc, je vais vous dire de façon très provocatrice, au cours des 25 dernières années, c'était des années où la technologie a progressé vraiment à un pas très, très lent par rapport au passé. Mais ce qu'on a assisté, c'est la généralisation de la technologie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées et qui utilisent cette technologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est du progrès. C'est ce qu'on appelle le progrès horizontal et non le progrès vertical. Lorsque les gens disent pourquoi il faut prendre des risques, pourquoi il faut vraiment aller dans l'espace, nous avons en fait pas mal de technologies qu'on utilise à l'heure actuelle. Et les gens qui disent pourquoi aller en fait à la planète Mars, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Eh bien, c'est exactement ça, c'est votre moteur qui va vous faire avancer. Je ne sais pas, allez découvrir ce qu'il y a là-bas. Oui, d'abord, merci pour ce panel exceptionnel dans 3 mondes différents qui amène ma question. L'un est dans le droit et le savoir, l'autre dans le jeu et l'anticipation et le génie, et le troisième dans la gestion des risques qui sont totalement imprévus au moment où on parle. Dans vos métiers, quel est le pourcentage de réussite que vous accordez à l'étude d'un dossier quand il arrive ou dans l'étude d'une partie quelle qu'elle soit? Est-ce que c'est plus ou moins 50% de réussite? Maître. Merci pour cette question. Dans mon métier, c'est une question qui est fréquente. Le client va nous demander quelles sont mes chances. Qu'est-ce que vous pensez du dossier? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va réussir? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un tiers qui juge. Et donc, moi, je ne connais que 3 réponses. C'est celle face à un dossier qui n'a pas l'air très bien engagé, consiste à dire qu'on a quand même 10% de chances de gagner, parce qu'on peut tomber sur une décision aberrante. À l'inverse, quand on a un très bon dossier, on n'a que 90% de chances de gagner, parce qu'on risque de se payer les 10% de décisions aberrantes. Et pour le reste, moi, je pense que c'est 50-50.
Dans les échecs modernes, et je vous rappelle que je ne suis plus un joueur professionnel depuis ma retraite, mais les joueurs d'échecs peuvent s'entraîner avec des ordinateurs. Vous n'avez pas besoin de donner des valeurs, c'est la machine qui vous dit quelle est la qualité de votre mouvement en fait. Vous pouvez vous entraîner avec ça. Donc la meilleure façon de procéder, c'est de guider la machine pendant votre préparation pour essayer de trouver la façon la plus productive d'utiliser cette immense force de la machine. Maintenant, lorsque vous êtes dans le cadre d'un jeu sans machine, à ce moment-là, les choses sont moins précises parce qu'on prend toujours en compte les facteurs psychologiques. Vous jouez contre quelqu'un, contre un être humain, et cette personne sera peut-être plus à l'aise avec certaines positions que d'autres. Donc, il y a toujours ce facteur psychologique qui entre en jeu et qui va influer sur votre jeu également, comme dans tous les autres jeux. La différence entre les échecs et le poker, c'est que aux échecs, tout est transparent. Vous savez exactement quelles sont les possibilités qu'a votre adversaire et tout est sur la table. Alors qu'au poker, ce n'est pas le cas. Au poker, il y a du bluff. Aux échecs, vous pouvez bluffer aussi, mais c'est un facteur psychologique important. Nous avons parmi nous des créatures d'essence quasi divine qu'on appelle les actuaires. Et donc les actuaires savent tout, modélisent tout, prévoient tout. Et sur la foi de cette science absolument inattaquable, on considère que quand on a 50% de succès plus un de temps en temps, on a rempli le contrat. Alors, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de faire circuler le micro derrière. Monsieur. Il y en a déjà un là. Voilà. Allez-y. J'avais un commentaire et une question pour Gilles Auguste. Le commentaire, c'est sur l'intelligence artificielle. La défaite, elle n'est que sémantique, puisque l'intelligence dite artificielle a été programmée par des software développeurs sur des chips faits par des humains et backés par des coachs. Donc en fait, ce sont des humains qui ont programmé du software fait par des humains qui réussissent à battre un homme, Garry Kasparov, avec son Silex. Mais en fait, c'est un groupe d'humains qui bat un humain. Donc, premier commentaire sur l'intelligence dite artificielle. Ensuite, je veux revenir sur le monde du business. On est dans un monde qui se mondialise et dans le métier du conseil, il y a une bataille, c'est la bataille du talent. Alors, comme un des sujets, c'était comment on négocie et comment on gagne cette bataille, Gilles Auguste, vous avez recruté un talent, l'ancien Premier ministre. Comment, face aux grands cabinets anglo-saxons, les Baker, McKenzie, etc., comment avez-vous gagné cette bataille du talent, le Premier ministre? C'était ma question. D'abord sur l'intelligence artificielle. Je pense que je suis entièrement d'accord avec vous, avec toi d'ailleurs, puisqu'on se connaît. C'est un membre de ma famille. Formellement. L'inquiétude qu'on a face à l'intelligence artificielle, c'est le pendant de la sécurité que je pensais avoir. Parce que je pensais que je n'étais pas vraiment en risque face à l'intelligence artificielle, parce qu'il suffisait que je débranche ce petit truc qui était dans le mur, et l'intelligence artificielle, elle allait être nettement moins dangereuse dans la minute qui suivait. Mais on m'a expliqué que bientôt, elle allait se rebrancher elle-même. Et donc c'est plus inquiétant pour cette raison-là. Et je pense que c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'elle se reproduise et qu'elle devienne cette race supérieure dont on nous a souvent parlé et qui parfois vient chez nous pour égorger nos fils et nos compagnes. Donc ça c'est le premier sujet. Sur l'autre question, je pense que nous sommes dans un monde qui, comme le dit un de mes amis, est global, c'est-à-dire qu'il est global et local, et que le droit a cette chance par rapport aux chiffres, où on trouve les autres grands cabinets de conseil, c'est d'être
un tout petit peu plus local et tout en étant relativement global. Et dans le fond, face au fameux cabinet anglo-américain, parce que j'ai pas vu de Saxons récemment, ils ont dû se perdre quelque part avec les Vikings, mais les anglo-américains, eh bien, quand ils sont en France ou en Europe, ils sont pas chez eux. Et nous, ce qu'on vend, c'est l'idée qu'on est chez nous et qu'on va leur expliquer comment ça se passe. Et à partir de là, c'est pas un problème de recruter des talents, parce que si les gens, et je parle pas de Bernard Cazeneuve, si les gens ont un peu d'ambition, ils n'ont pas nécessairement envie que leur destin se décide à New York, à Londres ou à Los Angeles. Ils ont plus envie d'être avec un groupe de gens qui sont un peu différents et qui font des choses. Et pour répondre à une question antérieure, moi, ma plus grande fierté, c'est celle de m'être associé avec un garçon qui n'avait jamais fait de droit et qui faisait que de la stratégie nucléaire appliquée aux questions militaires de surcroît. Et ensuite d'avoir trouvé des gens qui pensaient différemment et qui avaient des expériences différentes et qui du coup pouvaient donner le conseil qui avait la plus grande valeur ajoutée aux clients. Et c'est en reproduisant le modèle de l'alliance des deux canards très différents que nous étions que nous avons bâti notre structure, et à partir de là, c'est pas difficile de recruter quelqu'un qui a un beau CV. Je comprends que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je ne peux pas laisser ce commentaire sur l'intelligence artificielle sans rajouter mon propre commentaire à cela. Alors, c'est une description assez primitive et pas très précise de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans un long débat philosophique, mais je pense que c'est important de comprendre que les pères fondateurs de l'informatique, Glenn Charlin par exemple et d'autres, pensaient à des machines qui deviendraient intelligentes, mais ils voient bien la différence. Shannon parlait des machines de type A et type B. Les machines de type A sont des machines qui utilisent des algorithmes uniquement, quasiment, alors que les machines de type B ressemblent plus à la façon de fonctionner des humains. Deep Blue et toutes les machines de type Deep Blue sont des machines de type A. Deep Blue avait 200 millions de positions par seconde qu'il pouvait analyser. Mais cela restait une machine de type A. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à voir des machines comme AlphaGo, par exemple, qui nous rappellent des possibilités de passer d'un type à un autre. Mais il ne s'agit pas ici d'êtres humains qui aident les machines à s'améliorer. L'objectif humain est en fait de créer un cadre. Et nous avons, à l'heure actuelle, un cas très précis qui le démontre. Il s'agit du Game of Go et du jeu d'échecs. Le jeu de Go est bien plus complexe que le jeu d'échecs. Nous avons eu AlphaGo, qui est un projet Google et qui a réussi à détruire tous les joueurs de Go. Mais en fait, le Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs. C'est comme les échecs il y a quelques années. Donc les meilleurs joueurs de Go aujourd'hui peuvent se comparer aux meilleurs joueurs d'échecs d'il y a 100 ans. Et si on montre le jeu de Go à nos prédécesseurs, ils se diraient, on n'a jamais pensé à ce mouvement. Donc AlphaGo, c'était un nouvel algorithme qui a accumulé des connaissances humaines, pas toujours efficaces, et qui jouait des parties en analysant les différents mouvements. Une équipe Google a fait une expérience. Ils avaient un programme qui avait toutes les racines, toutes les règles du jeu. Uniquement les règles du jeu, aucune connaissance humaine. Et AlphaZero s'est donc confronté à Alpha 1 et a gagné 100 contre 0. Donc si les connaissances humaines sont inférieures, vous avez quand même besoin d'un cadre pour la machine. Donc je ne veux pas simplifier le concept d'intelligence artificielle. Nous allons dans cette direction, mais encore une fois, il faut savoir quel est exactement le rôle à jouer par les êtres humains et ne pas surestimer la main qui nous est donnée. Vous avez un micro ?
Moi, je suis plus d'un domaine scientifique, donc j'aimerais un petit peu aborder ceci, qui est la prise de risque, c'est aller de l'avant, c'est acquérir des connaissances, et la transmission, c'est aussi savoir les conserver, les préserver. Il y a le risque de la transmission et de la perte de ces connaissances au fur et à mesure. On voit qu'aujourd'hui, on a tous un peu peur de la dictature du marché, la dictature du progrès aussi, qui serait incontrôlable. La première question pourrait s'orienter sur quel est le moyen qui nous permettrait aujourd'hui de garder les compétences, puisqu'aujourd'hui dans les entreprises, à travers l'optimisation de l'utilisation des fonds, il y a un risque de perte de compétences, il y a de moins en moins d'efforts de ce côté-là. Et le deuxième aspect que je voulais avoir pour ouvrir un peu plus le débat de ce côté-là, c'était cette question de moralisation, parce que l'intelligence artificielle pourra elle-même s'éduquer, elle-même se transmettre, et elle sera infaillible. Et on sait bien que la morale, quelque part, ce sont nos valeurs humaines qui nous limitent à certains développements. Par exemple, le clonage, on sait très bien que certaines positions morales ont amené à son frein, à son non-officialisation, alors qu'il se prolonge même sur l'humain. Donc on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter l'acquisition de compétences et l'innovation. Mais la morale est vraiment ce qui nous distingue de la machine, et comment pouvoir, avec la diversité des humains, empêcher que la machine puisse être complètement libre, libre de découvrir, libre d'acquérir, mais libre de se passer de nous. La réponse, on l'a trouvée il y a bien longtemps, monsieur, ça s'appelle la loi. La loi. La loi. À partir du moment, la loi, elle nous protège, la loi, elle nous dirige, et à partir du moment où on respecte la loi, on est dans un système qui fonctionne. Et M. Asimov nous parlait des lois de la robotique. Il y a des gens qui prétendent aujourd'hui que les machines ne la respecteront pas. Mais je ne vois pas pourquoi nous abandonnerions la loi au profit de la morale. Parce que la morale, c'est peut-être aussi le politiquement correct, c'est aussi peut-être la pensée dominante. Et comme on a un nouveau bistrot qui s'appelle Twitter, et qu'on passe sa vie à échanger des brefs de comptoir là-dedans, on n'a pas tellement de réflexion et de recul. Donc moi je dis la loi et le recul. Et à partir du moment où on reste dans le cadre de la loi des hommes, alors on n'aura pas de problème. Mais c'est justement la question, monsieur. C'est justement la question. C'est la loi a l'avantage d'être mieux définie que ce qui est juste. On n'empêchera pas l'argent de définir les lois. Bon. En France, les gens peuvent parler de la législation. Je viens d'un pays où la loi est le privilège d'un dictateur. C'est le dictateur qui fait la loi dans mon pays. Alors qu'en France, on a le luxe de parler de la législation. Et si je comprends bien ce débat, vous avez des élections, vous avez plein de choses, mais le danger ne vient pas de certains défis auxquels vous êtes confrontés dans un monde libre. Les Poutine, les terroristes de ce monde, ils ont accès à la technologie. Et grâce à la mondialisation, ce dispositif n'est pas un symbole de progrès. C'est un dispositif qui peut être utilisé pour le bon ou le mal. Et tout le monde a aussi beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de développer des choses en Russie ou bien en Iran. On peut vraiment acheter des choses. Donc nous devons vraiment nous concentrer sur cette menace. Il ne faut pas que la technologie reste dans la main des gens avec peu de scrupules qui ne respectent pas la loi. Google, Facebook, bien entendu, il recueille nos données, mais sachez que ce n'est pas quand même la KGB qui recueille notre donnée, donc les conséquences sont complètement différentes. Dans votre question, monsieur, il y avait une question aussi sur les risques de perte de compétences, si j'ai bien entendu.
Mon sentiment, c'est que le premier risque, avant d'arriver, ou concomitamment, à ce risque de perte de compétences, c'est ce que j'appellerais le risque de panurgisme. C'est-à-dire que, notamment pour ce qui concerne les transactions financières, il va y avoir de plus en plus, on a déjà des machines avec leurs programmes, leurs algorithmes, qui vont être mis en œuvre. Immanquablement, du fait des caractéristiques de régulation, qui sont celles notamment des métiers financiers, il va y avoir un seuil, un étiage de la prise de risque qui va influer sur la programmation des machines. Et tout doucement, vous aurez, enfin tout doucement, à un rythme observable, vous aurez une convergence des mécanismes d'investissement, des choix d'investissement, avec à la clé ce qu'on appelle en matière économique de la procyclicité. C'est-à-dire qu'on ne sera pas tout à fait à la prophétie autoréalisatrice, on s'en approchera quand même dangereusement, mais une fois qu'un algorithme aura déterminé que telle valeur doit être évincée, vendue, ou au contraire achetée, peu importe le sens, l'ensemble des programmations vont le faire. Donc je crains que tant qu'on n'aura pas admis qu'il faille laisser des zones de liberté dans ce genre d'utilisation de ces outils-là, le côté monolithique, le côté uniforme porte en premier ce risque de procyclicité. Imaginez ce qui serait passé si, lors des grands crashs les plus récents, en 2008, d'accord, on avait eu non pas des personnes derrière les consoles, il y en a encore, mais des algorithmes des machines à qui on aurait dit, quand telle action descend sous le seuil de tant d'euros ou tant de dollars, on vend tout. Bah, on aurait tout vendu, tout vendu, tout vendu. Et la crise... Comment ? Il y en avait déjà. Bien sûr, oui, mais elle n'était pas aujourd'hui avec une telle latitude et une telle influence sur les marchés. Aujourd'hui, les machines réalisent en fait la majorité des transactions. Tout ce qui est considéré comme mécanique, gestion indicielle, ça passe par des machines. Ça me paraît être un danger beaucoup plus proche que simplement la perte de connaissance. Vous avez un micro ? Alors, allez-y. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Réussir, oui, mais réussir quoi ? Alors, réussir quoi ? L'humain, réussir quoi de l'humain ? On parle toujours d'économie, éco c'est maison. Réussir la maison. Réussir la maison de l'homme, c'est quoi ? Réussir l'homme, c'est quoi ? C'est quoi notre avenir en commun ? Vraiment, est-ce qu'on peut énumérer qu'est-ce que serait notre fameux paradis perdu, notre fameuse démocratie ensemble, nos intelligences communes où tout le monde arriverait à réussir ensemble? C'est quoi? Dites-moi, vous, homme intelligent, intelligéré, s'il vous plaît, aidez-moi. Je crois que réussir, c'est tenter de réaliser un objectif. Et donc, l'idée, c'est de se fixer des objectifs. Et à partir du moment où, et Garry Kasparov le disait très bien, on pense à court terme, et pour aller, je pense, dans votre sens, on est sous la dictature du rapport trimestriel, du rapport semestriel, du rapport annuel. On perd peut-être effectivement un peu de vue à un objectif plus large et plus long, qui est celui d'avancer. Et je crois qu'on est un tout petit peu trop aujourd'hui sur la question de savoir si on peut arrêter. Or, à ma connaissance, pour l'instant, c'est l'état des connaissances scientifiques, il y a une loi de la thermodynamique qui nous dit que l'entropie augmente
C'est assez curieux d'ailleurs parce que ça va dans une seule direction et on aimerait tous qu'effectivement ça s'arrête, ça se freine, ça aille moins vite. Mais je pense que c'est accompagner ce mouvement et réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, comment est-ce qu'on peut tous réussir en même temps? Et ce n'est pas uniquement, en fait, à cause de mes lacunes personnelles que je ne comprends pas ce concept. Je dirais que si vous voulez faire des progrès, il faut faire des sacrifices en même temps. Donc, les grands scientifiques au 19e siècle qui ont découvert la radiologie n'étaient pas au courant des dangers et ont payé un prix très fort. C'est la même chose. Il y a toujours un risque impliqué. Si vous avez des gros défis, les risques également sont en fait de taille et les gens doivent vraiment payer le prix pour que les autres puissent réussir. C'est pour ça qu'il faut avoir cette vision humaine. Il faut penser comme des humains. Donc, cela va sans dire qu'il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Mais nous pouvons essayer de faire en sorte que tout se passe en douceur, mais sachez que ce ne sera jamais une situation gagnante pour tout le monde, parce qu'il y a toujours certains qui vont payer le prix fort. Bonjour. J'aurais une question, en fait. J'ai énormément entendu parler sur ce panel de course à la technicité, au savoir, à l'évolution, au progrès. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu et qui personnellement m'interroge, c'est la question de savoir si le progrès pour le progrès, la technique pour la technique, est-ce que ça doit être encouragé, dans la mesure où j'ai l'intime conviction que ce qui fait que la technique n'est pas nécessairement ce qui va faire un homme heureux. Donc est-ce qu'en l'état actuel des choses, et un homme accompli, est-ce qu'en l'état actuel des choses, sommes-nous heureux et serons-nous plus heureux avec des machines plus peu compétentes et des intelligences artificielles plus développées? Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je peux juste appeler à la rescousse Prévert. Le bonheur, je l'ai reconnu au bruit qu'il a fait en partant. Et pour faire appel à un grand texte juridique, je pense que nous avons tous droit à la poursuite du bonheur. Une question là-bas. Bon, je n'ai pas de micro, mais on va peut-être m'entendre. Beaucoup des progrès sont dus à la prise de risque. Vous parliez à l'introduction de Christophe Colomb. Christophe Colomb, je pense qu'il a apporté beaucoup à l'humanité parce qu'il a pris des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où on veut tout cadrer, tout assurer, est-ce qu'on ne va pas limiter pour le progrès la prise de risque, notamment par la loi et par la protection qu'on veut donner à tout le monde? Je ne sais pas si le point de vue d'un assureur ou d'un avocat Monsieur, pour vous, je vais transgresser tous les usages. Je vais m'exprimer sans avoir pris l'avis de mon avocat préalablement. Voyez-y au choix ou une étourderie ou un signe de confiance par rapport à l'auditoire. Je procéderai par rappel. Premier rappel, Christophe Colomb était assuré. Et oui, il ne venait à cette époque-là à l'idée de personne d'envoyer 3 navires pour une expédition lointaine sans avoir pris la précaution de souscrire auparavant ce qu'on appelait un prêt à la grosse aventure. C'est devenu aujourd'hui un contrat d'assurance. Ça fait moins rêver, c'est moins joli, mais c'est comme ça. Mais donc Christophe Colomb était assuré. Et puis, notre animateur a commencé par Christophe Colomb. Je voudrais quand même rappeler quelques notions
en ce qui concerne l'expédition du grand Christophe. Je rappelle qu'il avait embobiné les souverains espagnols, qu'il leur avait déclaré qu'il allait partir rejoindre les Indes. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a découvert un autre continent, etc. Bon, mais vous voyez la variation entre l'objectif affiché auprès des rois catholiques. On va vous trouver une nouvelle route plus courte, plus pour les Indes. Et à la fin du jour, enfin plusieurs mois, il est revenu avec un nouveau continent. Et pour terminer sur une note assurantielle, je rappelle qu'il a dû, pour des raisons de cargaison de navigation, détruire du côté de Saint-Domingue, une île à côté, une des 3 caravelles. Et j'ai ouï dire que cette caravelle a été payée rubis sur l'ongle par les assureurs. Moi, je dirais que la loi n'est un obstacle que quand elle devient une loi de précaution. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on peut arrêter le progrès. Je signale d'ailleurs que c'était mon sujet du bac en 1974. Que pensez-vous de l'adage « on peut arrêter le progrès » ? Et à l'époque, je ne savais déjà pas répondre puisque j'ai eu 10. En citant péniblement deux, trois philosophes. Mais à la réflexion, je pense qu'on ne peut pas l'arrêter, mais on ne peut pas arrêter le temps non plus. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas arrêter. Ce qu'on peut faire, c'est essayer ensemble de prendre les risques qu'il faut, quand il faut, et de surtout, chaque fois qu'on se trompe, d'essayer de se tromper le plus souvent possible, mais le plus en amont possible. Et c'est Groucho Marx qui disait, si j'avais à refaire ma vie, j'aimerais faire les mêmes erreurs, mais plus tôt. Gary, and this is going to be the final word. Yeah. Okay. Je pense que un des défis les plus importants de notre siècle est la connaissance accumulée. Nous savons tellement qu'on peut voir trop de risques. Lorsque, en fait, Christophe Columbus était assuré, on ne savait pas que c'était dangereux. On savait qu'il y avait un danger, mais on ne savait pas le niveau de danger. Et heureusement d'ailleurs, en 1969, les Américains ont réussi à atterrir sur la Lune. Le pouvoir de calcul de NASA était 1/10 de ce que vous avez dans votre ordinateur à l'heure actuelle. Donc, on a réussi quand même à mettre l'homme sur la Lune et on a réussi à le récupérer. S'ils avaient en fait le même pouvoir de calcul que l'heure actuelle, le risque de perdre la personne aurait été de 25 à 30%. Et donc, on n'aura jamais autorisé le voyage à la Lune. Donc, c'est en fait c'est une sorte de pièce avec deux faces. Plus nous savons, plus il y a des risques. Donc, il faut vraiment faire preuve d'audacité pour aller au-delà. On a plus de risques. Et c'est grâce à nos connaissances. En fait, sachez que ce n'est pas seulement Christophe Columbus qui a en fait traversé le monde. Il y a aussi eu ce qu'on appelle des effets secondaires. Et donc, pour pouvoir parcourir ces expéditions, il fallait inventer des meilleurs navires, il fallait inventer des meilleures cartes. Donc, le problème n'est pas de faire un voyage jusqu'à une planète quelconque. C'est pas ça le problème, c'est ce qui se passera là-bas. On n'a pas cette certitude. Et c'est vraiment ça notre force motrice. Nous ne savons pas. Donc nous prenons le risque. Et grâce à cette puissance de calcul, on peut vraiment faire des choses. Arrêtons de se focaliser sur les robots tueurs, sur les terminateurs. Concentrons-nous sur tout ce que nous pouvons accomplir grâce à ce pouvoir de calcul. Merci de votre attention.
Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Paris. Merci d'être à la Sorbonne. Et je vous demande de revenir. Merci beaucoup.